l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. TV Pigasse Ernotte offre une tribune à l'abominable Jack Lang. Macron dans le bunker, quant à Florian Philippot, persécuté. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Pierre Bourdin, Patrick G et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Incroyable, Jack Lang sur TV Ernotte Pigasse. Oui, je sais, c'est à peine croyable, l'abominable Jack Lang. Mais ces journalistes du service public auraient offert une tribune à Marc Dutroux en son temps. Voyez le début de l'entretien. Jack Lang, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est votre première prise de parole télévisée depuis votre démission à la tête de l'Institut du monde arabe et l'ouverture d'une enquête du parquet national financier. Pourquoi décider de vous exprimer aujourd'hui? Vous m'avez invité. Et Jack Lang peut dire « Je ne voulais pas que l'Institut du monde arabe puisse être terni ». Non mais on se pince. Le journaliste, pardon, un lapsus, la serpillière de Delphine Ernotte et de Mathieu Pigasse disculpe le socialiste Jack Lang d'entrée. Il n'y a rien de criminel qui vous concerne dans l'affaire Geffray, juste un souci financier. Oui, on se pince. Mais il va falloir être honnête, il y a un moment de tension dans cette interview, un accrochage d'anthologie. Écoutons. La société n'a pas été déclarée au fisc français. Ça, Non, vous non, saviez que c'est rien. c'était dans un Écoutez, paradis monsieur, fiscal? je ne connais pas le dossier. C'est un peu facile, ça. Mais vraiment, c'est vous qui est facile. Vous n'êtes pas juge d'instruction. Je ne connais pas le dossier. Je me réjouis. Vous n'êtes pas juge d'instruction. Et Jack Lang peut enchaîner et se féliciter de l'ouverture d'une enquête du parquet national financier. Forcément, le PNF a blanchi tous les socialos et les macronards depuis 10 ans. Mais j'espère que vous avez bien ressenti la tension, l'accrochage d'anthologie. Si vous avez le même avec votre voiture, pas besoin de vous rendre chez le carrossier. Un petit coup de sopalin et, comme dit Jack, c'est nickel. Après un tel interview, on a une très belle définition du journalisme sur le service public. C'est du cirage, oui, cela sert à faire briller des Jack Lang. Il y avait quand même de quoi dire sur le Jack. Oui, parce que c'est 50 ans de saleté. La signature, par exemple, de la pétition dans l'Aberration pour la dépénalisation d'une certaine sexualité. L'accord entre Berlusconi et Jack Lang. Pour la 5, vous vous rappelez, il garde pour lui aussi Jack les fonds secrets qui étaient destinés aux hauts fonctionnaires. Il est cité dans l'affaire du Coral. Il est cité dans une affaire absolument immonde au Maroc par Luc Ferry. Il ne paie pas ses frais d'hôtel, Jack, ou de représentation. Il se fait offrir des costumes pour 500 000 € par Smalto. Il se fait financer par Epstein. Et quoi donc? Un film à sa propre gloire. Le journal marocain The Desk accuse Jack Lang de vouloir monter un projet en compagnie de Geffray. Quel est ce projet? Initier les jeunes enfants à différentes sexualités. Projet baptisé Le Petit Prince, à vomir. Quant à sa fille, elle est une amie de la famille, c'est dit dans les mails. Elle touche d'ailleurs de Geffray des sommes folles qu'elle ne déclare pas au fisc. Quant à Jack, il fait visiter son grand copain Epstein, le Louvre. Et ce Jack sert de relais entre Macron et Epstein, c'est ce que disent les mails de Caroline Lang. En même temps, à part ces quelques babioles, Jack Lang, il est nickel. On a compris, c'est immonde. Offrir une tribune à Jack Lang. Mais ces journalistes auraient donné une tribune à Marc Dutroux à la fin des années 90. Et puis, remarquez le timing. 3 mois après la presse de réinformation, ils évoquent enfin l'affaire Epstein-Epstein.
En janvier, la télévision Pigas Ernotte, le service public, envoyé Pain érudit expliquer que Epstein, c'était du complotisme. Et Macron, Epstein, les journalistes du service public, ça sera seulement en 2028 ? Et encore, je crois que je suis optimiste. Vous l'avez compris, ces serpillères détournent l'attention du public de l'essentiel. L'affaire Epstein-Epstein. Mais en France, cela ne concerne pas du tout les politiques. C'est juste une affaire d'impôts non déclarés. Quant aux mails qui pointent du doigt Moscovici, Macron, Jacques Lang, Le Maire, aux oubliettes. Le petit monde socialo-européiste est bien protégé par cette garde médiatique. Quant à Macron, il est dans son bunker. Une anecdote amusante au sujet de cet entretien. Dans le titre, j'avais écrit Macron barricadé à l'intérieur de mon entretien le mot bunker. Eh bien, j'ai été débunké par l'intelligence artificielle qui a expliqué que l'Élysée n'était pas un bunker. Manifestement, l'intelligence artificielle ne comprend pas les métaphores. On utilise le mot bunker, barricadé, pour désigner un président en fin de règne, isolé, sans solution, qui refuse le réel et s'enferme dans la com, autrement dit l'illusion. Et ce phénomène a commencé il y a bien longtemps avec l'affaire Benalla, souvenez-vous. Un responsable, Hitler, chaque Hitler, vous l'avez, vous l'avez, le seul responsable de cette affaire, le seul responsable de cette affaire, s'ils veulent un responsable, il est devant le responsable, qu'ils viennent le juger devant vous. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux caricaturistes ont peint ce genre de choses. Manu, ne fais pas l'enfant, c'est fini. Il faut se souvenir qu'à l'époque de ce dessin, les Français exigeaient sa démission. C'est une vérité. Le perturbé Damien, l'immature de l'Élysée, le poudré est très impopulaire. Que dis-je ? Détesté. Il suscite même le dégoût, la répulsion chez la majorité de nos compatriotes. La meilleure preuve ? Eh bien, le poudré, il ne peut plus aller à la rencontre des Français sans subir des casserolades, des huées, des sifflets et des insultes. Macron, démission ! Macron, démission ! Ces déplacements, désormais, route barrée, centre-ville barricadé, figurants recrutés et une armée de miliciens. La presse va-t-elle évoquer ce désamour ? Que nenni. Elle préfère nous montrer le poudré serrant des paluches, oui, des bains de foule, mais en Corée du Sud, avec son fan club. Je sais, on a l'impression d'entendre une information du Gorafi, mais c'est factuel. Et regardez cette séquence. Cela illustre tout ce que je viens de dire. Vous voyez, sans doute chez les adultes aussi. On a un problème d'attention. Et on le voit de plus en plus. D'ailleurs, on ne s'écoute plus. Dès qu'on a un débat de société. Le poudré, on a un problème d'attention. Rien ne va dans cette séquence de communication. Comme à son habitude, le président ne dialogue pas, ça serait trop dangereux pour lui, donc un monologue de propos orwelliens, j'y reviendrai, des jeunes qui s'ennuient, un peu obligés, et tout cela dans une cour très très fermée. Parfait exemple de bancarisation. Oui, ce n'est pas le président de la République que l'on voit, mais un CPE dont les lycéens se moquent, for sure. Quel genre de langue vous lisez ? Je les lis plus en français, je suis capable de les lire en anglais. Oui, on se moque du poudré. Une séquence de communication donc catastrophique. Et puis, sur le fond, le poudré déplore les conséquences de sa politique. Après 10 ans, il nous dit « mais rien ne va, on ne s'écoute plus ». Il se plaint de l'hystérisation du débat, mais qui a passé son temps à cliver les Français, les insulter, les manipuler, du Gaulois réfractaire où on va les Français non vaccinés et qui n'écoutent personne. Pour reprendre l'expression d'Alexis Poulain, allez, dans quelques mois, le fou du bus descend. Et ce n'est même plus une exagération. Pourquoi une telle com auprès des lycéens ? Primo, pour justifier la censure. J'en parle dans un instant. Secondo, détourner l'attention, comme toujours, de son bilan.
et notamment de cet anniversaire, Notre-Dame de Paris. C'était un 15 avril, la France frappée en plein cœur. Personne n'oublie. Il est peut-être bon de rappeler quelques vérités au sujet de cet accident, entre guillemets, parce que l'enquête, vous le savez, est au point mort. Oui, rien. Et celui qui était chargé de la reconstruction, le général Georges Lain, est mort très mystérieusement. D'ailleurs, à qui profite le crime? Oui, à qui profite cet incendie? Essentiellement à Emmanuel Macron. L'incendie de Notre-Dame lui a permis de clore le dossier des Gilets jaunes, car ce 15 avril, il devait s'adresser aux Français, il devait communiquer le résultat de ses consultations des cahiers de doléances. Voilà, l'incendie lui a permis de passer à autre chose. Et on connaît cette technique de com, créer un buzz pour chasser l'info qui dérange. Il y a également d'autres informations qui dérangent Emmanuel Macron. La France qui se tiers-mondise. Les tapis roulants de la station Châtelet finalement à l'arrêt jusqu'à septembre, faute de pièces disponibles. Et ce n'est que le début, tout par petites touches va dysfonctionner de plus en plus, ascenseurs, signalisation, escaliers, clim internet, train, les ponts aussi, qui risquent de s'écrouler, par manque d'anticipation, de rigueur, d'entretien et de compétences. C'est la tiers-mondisation de la France, mise en place par le poudré. Et c'est ainsi que la France, autrefois puissance industrielle, est en train de disparaître. Stellantis va arrêter d'assembler des voitures à Poissy. L'automobile française n'aura bientôt plus d'usine en Île-de-France. L'écologie à l'européenne va peut-être réussir à liquider entièrement notre puissance. Il est urgentissime que la nation reprenne le contrôle de ce délire. La France va dans le mur, Macron accélère. Industrie ou délinquance, insécurité en France. Cela fait 9 ans que le poudré est là. Cela fait 9 ans qu'il a les notes des renseignements généraux, de la DGSI, qu'il a les chiffres et à aucun moment il n'a pris le tournant. Mais je viens de vous le dire, il accélère. Surpopulation carcérale, Gérald Darmanin prépare en douce des libérations anticipées automatiques pour désengorger les prisons. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Ils accueillent de plus en plus d'étrangers, la France en crève, ils les répartissent dans tout le territoire, et comme la délinquance explose, ils nous expliquent qu'ils vont être obligés de mettre dans la nature des criminels. C'est dingue, c'est à peine croyable, mais c'est la stricte réalité. Et pendant ce temps-là, Macron, dans la cour d'un lycée, il n'y a plus de débat en France. Forcément, c'est interdit de dire la vérité. Et cela prend parfois des proportions inimaginables. Violence dans le périscolaire parisien. L'émission Cash Investigation est visée par une plainte pour non-dénonciation de mauvais traitements. 9 mois se sont écoulés entre les comportements inappropriés, entre guillemets, filmés à l'école Saint-Dominique à Paris et leur diffusion dans Cash Investigation. Et ce n'est pas également sur France Télévisions que l'on offre une tribune à un seul type, le Jack. Et dans le même temps, le référent Evars, condamné pour des faits abominables sur enfants, n'a pas été inscrit au fichier des délinquants sexuels. Le ministère le confirme. Libre de sévir donc. Le hasard. Nous cessons de le répéter depuis le début, tous ces prédateurs ont été protégés par le système. Scandale dans le périscolaire parisien. Un des animateurs soupçonné d'agression sexuelle sur des enfants dans une maternelle du 7e arrondissement avait déjà fait l'objet de signalements pour des violences verbales sur mineurs dans un autre établissement parisien. Il n'avait pas été suspendu, mais juste déplacé dans cette maternelle du 7e arrondissement. Comment certains ont pu prendre une telle décision ? Le déplacer et non le virer. Paris n'est pas dirigé par des socialistes. Ce que je dis n'est pas démago. Dans toutes les affaires où il y a eu des abominations sexuelles sur enfants, je n'ai jamais vu un macronard ou un socialiste condamné à la hauteur de leurs crimes. La Familia Grande, 5 ans après son livre sur ce qui s'est passé sur son frère, Victor, par Olivier Duhamel, socialiste, pilier de la Macronie, Camille Kouchner dénonce un immobilisme criminel. Mais ils veulent protéger les enfants avec un pass charlatan numérique.
comme je viens de le dire, c'est un système. Affaire Geffray, affaire Olivier Duhamel, Jack, Dany, Frédéric Mimi, Pierre Berger et tous les autres. Rien. Impunité totale. Un système, vous dis-je. Toute personne condamnée pour favoritisme ne peut, pendant une durée de 5 ans, administrer dans des entreprises parapubliques. Sauf l'ancien ministre Olivier Dussopt, qui a été relevé de cette sanction avant de rejoindre CDC Habitat, premier bailleur de France. C'est ce qu'on appelle le Macronistan. Le 9 février 2026, lors d'une cérémonie à l'Élysée, Emmanuel Macron a remis à Dussopt les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. En avril 2026, il est proposé pour devenir président du conseil d'administration du groupe Emeis, ex-Orpea. On rappelle qu'il a été condamné pour favoritisme, délit d'atteinte à la probité, article 432-14 du Code pénal, concernant un marché public d'eau potable attribué en 2009 à Annonay, Ardèche, alors qu'il était maire. La corruption n'a pas été retenue, malgré de somptueux cadeaux. Il a défendu la retraite à 64 ans, il était ministre du Travail, après s'être farouchement opposé à la retraite à 62 ans proposée à l'époque par Sarkozy. Ces profils de macronards sont à vomir. Sans foi ni loi, ils ont mis la France dans une situation tragique, ces macronards. Eh bien, regardez-les aujourd'hui parader sur les plateaux de télévision en nous expliquant qu'ils vont sauver notre pays, comme Fantomas. L'atout de ces macronards, c'est que les Français aient une mémoire de poisson rouge. Le tweet d'Édouard Philippe qui a fait réagir. Madame Le Pen, je n'ai pas dit, comme vous, que le nucléaire était dangereux et qu'il fallait en sortir pour ensuite le défendre. Un revirement qui est la marque de fabrique du RN à peu près sur tous les grands sujets. On va rafraîchir la mémoire d'Édouard Philippe. Nous fermerons la centrale de Fessenheim avant la fin 2020. Nous avons proposé un chemin crédible pour réduire la part du nucléaire à 50% d'ici 2035, avec le développement massif du renouvelable et notamment de l'éolien en mer. La fermeture de Fessenheim fut un acte de haute trahison. Coût pour la France, 5 milliards d'euros. Et une catastrophe énergétique à la clé. Et aujourd'hui, ces macronards, pour rattraper cette trahison, veulent réouvrir des centrales nucléaires. On a entendu également Copé tenir à peu près le même discours. Quand les populistes trahissent le peuple. L'inversion accusatoire a ses limites. Oui, cela ose tout. C'est au-delà de l'indécence, parce que Copé a à peu près tout trahi. Il a trahi les électeurs avec le référendum de 2005, il a trahi les gilets jaunes, il a trahi les Français sur le pass sanitaire, sur les déficits, la baisse du pouvoir d'achat, il a tout soutenu. La submersion migratoire, la destruction de l'école et de l'hôpital. C'est hallucinant de voir les destructeurs de la France nous expliquer qu'ils vont venir nous sauver. D'ailleurs, les sortants, au bout de 10 ans de pouvoir, venir avec la même fraîcheur nous expliquer ce qu'ils vont faire pendant les 5 ans qui viennent. Ça, je trouve ça incroyable. C'est vraiment... Consigny détruit le député macroniste, ancien ministre d'Emmanuel Macron, Guillaume Kasbarian. Je pense que vous appartenez à une famille politique qui n'a pas les idées que vous prétendez défendre. Je suis amusé de voir les sortants, au bout de 10 ans de pouvoir, venir nous expliquer ce qu'ils vont faire pendant les 5 prochaines années. À ce niveau-là, ce sont des cas psychiatriques lourds. Et la palme revient à Gabriel Attal, son interview dans Le Point. Je pense savoir comment il faut présider la France. Quand il était Premier ministre, il y a eu 40 milliards d'euros de dérapage, il y a eu des commissions d'enquête au Sénat et au Parlement. Le travail du Premier ministre Gabriel Attal a été de maquiller les comptes publics. Ce type, il y a 10 ans, il était stagiaire machine à café chez Marisol Touraine, et là, il sait comment présider la France. Et le pire, c'est qu'il n'a pas tort, vu qu'il se contentera d'appliquer l'agenda de ses chefs qu'on ne voit jamais, comme le Poudré. C'est d'ailleurs le plus grand crime d'Emmanuel Macron, d'avoir réduit la fonction de président de la République française à celle d'agent de com, de Davos ou de Bruxelles. Mais rien n'est joué. La preuve, à la grosse commission, on sent quelque chose, oui, comme une odeur de panique. Ils sont prêts à tout. Élection, le Poudré annonce un projet de loi contre les ingérences étrangères avant la présidentielle.
Eh bien, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron. Pourquoi ? Si on écoute Alain Juillet, la principale source d'ingérence dans nos pays, c'est l'Union européenne. Macron va-t-il donc mettre ses chefs en prison, voire ses collaboratrices ? Ingérence, Nathalie Loiseau et la ministre, qui est aujourd'hui présidente du Conseil constitutionnel, Amélie de Montmachin, sont membres du conseil de l'ECFR, une officine au service de l'influence de George Soros dans l'Union européenne. Ingérence étrangère. Faisons un rêve. Oui, mettons tous ceux qui font de l'ingérence étrangère en prison. Alexander Soros et ses Soros Girls, Amélie et Nathalie, à peu près tous les macronards qui vont prendre leurs ordres à la Bilderberg, d'Édouard Philippe à Gabriel Attal, tous les réseaux atlantistes. Oui, je sais, il va falloir ouvrir des prisons. Autre moyen pour contrôler les électeurs français, la censure, le contrôle. Vérification d'âge en ligne. Pustula lance une appli universelle et anonyme inspirée du pass Covid. Vous vous souvenez ? Il y a 4 ans, attention, le pass Covid ouvre une boîte de Pandore, notamment pour une future identité numérique pour tous et un flicage généralisé. Réponse : c'est complotiste, nous sommes en pleine pandémie, c'est juste pour sortir de la crise. 2026, nous y sommes. On vit vraiment une époque schizophrénique. La grosse commission n'a jamais caché son projet de contrôler les réseaux sociaux. Il y a eu de très nombreux débats qui ont été filmés et qui ont été relayés dans une presse un peu spécialisée. Non, ce sont les journalistes français qui sont chargés d'empêcher ces sujets d'être connus des électeurs. Et il y a d'autres réformes qui sont en cours. Béatrice Rosen, merci Pustula d'avoir une nouvelle fois donné raison à ceux que vous appeliez complotistes, à tort, mais qui étaient de véritables lanceurs d'alerte. Elle dit elle-même que le Passcov a servi de modèle pour le nouveau pass pour vérifier l'âge pour les réseaux sociaux. Ce nouveau pass charlatan, c'est évidemment pas pour protéger les enfants, mais pour réduire à nouveau les libertés, oui, comme pendant le Covid. Quel site ? Pour une surveillance de masse et un fichage politique. C'est une forme de privatisation d'Internet, puisque cela commencera avec les réseaux sociaux, puis s'étendra à tout Internet, comme on l'a vu au Royaume-Uni avec Apple. Puis viendra l'interdiction des VPN, puis le portefeuille numérique, qui a déjà été testé il y a quelques années, sera prêt à tout centraliser de facto avec l'euro numérique, qu'ils préparent et qu'ils ont annoncé. C'est le squelette du crédit social. Ceux qui ne le voient pas encore, sont des naïfs ou des idiots. Il faut dire à la loi Miller et à cette intrusion dans nos vies privées d'une technocratie de plus en plus totalitaire. Leur objectif est clair et assumé, détruire toute forme de dissidence, détruire toute forme d'opposition. Rappelons qu'un ministre britannique a avoué au Financial Times que l'identité numérique, par exemple, doit permettre d'écraser le populisme. Le but des européistes est de conserver le pouvoir, quitte à nous mettre sous surveillance. Pour ces européistes, c'est une nécessité vitale. Contrôler le récit. Sinon, vous regardez les réponses à ce tweet d'Édouard Philippe que j'ai déjà commenté et vous comprenez pourquoi ils veulent censurer les réseaux sociaux. Les internautes rappellent à Édouard Philippe tous ses revirements et tous ses méfaits. Oui, pour la grosse commission, il faut absolument contrôler le récit. Drones survolant des aéroports, câbles sous-marins sabotés. Que reste-t-il de l'hystérie censée illustrer la menace russe et donner corps à une guerre hybride ? Rien, sinon une séquence de propagande à laquelle se sont prêtés médias et politiques pour pilonner l'opinion. Vous vous souvenez donc de tous ces drones qui survolaient les aéroports européens et des câbles sous-marins mystérieusement arrachés en mer Baltique à l'automne dernier ? Tous les médias dominants et les politiciens atlantistes montraient la Russie du doigt sans une once de preuve. Quelques mois plus tard, Bourjali a mené l'enquête pour savoir ce que les enquêtes ont donné. C'est très instructif. Spoiler, ce n'est pas un hasard si médias et politiciens n'en parlent plus. J'avais expliqué à l'époque que toutes ces affaires de drones étaient de la pure propagande. Autre moyen utilisé désormais par les européistes, persécuter les politiques dissidents. Florian Philippot. Voilà, je suis dans une commune de Bruxelles qui s'appelle Watermal-Boisfort, devant un restaurant où nous devions tenir, comme on le fait si souvent, une réunion publique.
et dîner tous ensemble avec nos amis qui s'étaient inscrits. Et il se trouve que 45 minutes avant l'événement, ce soir, le bourgmestre, donc le maire de Watermal-Boisfort, a pris un arrêté municipal d'interdiction de ce dîner. Alors je vous avoue que j'ai vu beaucoup de choses déjà en France, mais alors ça, je n'avais pas encore vu. Pour des raisons, on m'a montré un vague mail qui fait office manifestement d'arrêté, qui sont lunaires. On ne comprend pas bien, il y aurait une affiche qui aurait dépassé ou je ne sais quoi. Je n'ai même rien vu de tel, mais en réalité, nous avons le droit de dîner dans les restaurants bruxellois normalement. Enfin, tout cela est surréaliste. On nous a envoyé, regardez, les policiers sont là, il y en a qui sont à l'intérieur. J'ai compté 3 ou 4 voitures de police qui sont là, ils ne partent pas, ils restent. Et donc voilà, j'ai improvisé la réunion publique dehors. Bah écoutez, finalement, on est dans le pays du surréalisme. Alors moi j'y vois un lien, je vais vous dire très clairement, avec le fait qu'on est à Bruxelles, c'est le siège de l'Union européenne. Voilà. Et je pense que ce bourgmestre, que je ne connais pas, que j'ai tenté d'appeler, il n'a jamais répondu, eh bien, est sous pression de von der Leyen, qui est ici, qui habite ici, qui est à quelques pas, là, à la Commission européenne. On est au siège de l'Union européenne, Bruxelles c'est aussi le siège de l'OTAN. Ils savent qu'on est le seul parti politique français qui porte plainte sur l'affaire Pfizer contre von der Leyen. Elle le sait très bien. On est allé plusieurs fois à Liège, à Bruxelles sur cette affaire. On était encore en décembre, le 18 décembre, à Bruxelles pour soutenir les paysans. Je me suis pris par la police belge des lacrymos à côté de nos frères paysans dans le combat. C'est pas grave. Finalement, je me dis qu'à chaque fois que je viens à Bruxelles, je me prends la police et les lacrymos. Bon, c'est qu'on doit déranger quelque part. Tout à l'heure, quelqu'un est passé en disant Viva Europa. Je me suis dit, tiens, donc il y a bien un lien dans cette affaire. Voilà, on est ici dans le symbole du fait qu'on glisse en dictature. On ne peut même plus dîner dans les restaurants entre nous pour faire avancer le souverainisme. Le combat pour le Frexit, le combat pour les libertés, pour la liberté d'expression, quelle ironie. Nous sommes en dictature, on en a eu une démonstration grandeur nature ce soir même. Ça ne nous empêchera certainement pas de lutter. Moi, ça me renforce et ça renforce tout le monde ici dans l'idée qu'on ne se laissera pas faire et qu'on luttera jusqu'au bout et que cette dictature, on la mettra par terre. Soutien à Florian Philippot, aux patriotes, à toutes les personnes qui s'étaient rendues à ce dîner, aux défenseurs du Frexit et de la liberté d'expression. Comment lutter contre cette caste européiste qui est en train de paniquer? D'abord, ne rien céder, ne pas avoir peur, il faut continuer le combat. Le combat de l'information, il faut donc soutenir tous ceux qui vous donnent une information libre. Et puis, tout ce que fait l'Union européenne ne fonctionne pas. Formidable clownerie européenne de plus. La merveilleuse application de vérification d'âge, le pass, hacké en moins de 2 minutes. Et il y a encore des idiots pour vouloir plus d'Union européenne, partout, tout le temps. Frexit. Comme je disais il y a un instant, il faut soutenir la presse de réinformation et du même coup boycotter cette presse aux ordres. La presse doit se financer toute seule et non par de l'argent de nos impôts. Le nouveau maire du Rassemblement national de Carcassonne retire les budgets de la mairie consacrés au groupe La Dépêche du Midi et à ses 3 titres locaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La presse aux ordres est en soins palliatifs. Libération, La Dépêche, tous ces journaux sont dans une situation très critique. On débranche les subventions et c'est fini. Autre solution, Natacha Polony, Arnaud Montebourg, Jean-Louis Borloo, l'appel de 20 personnalités pour un référendum sur la protection de l'industrie française. Le patriotisme économique a le vent en poupe même chez nos adversaires. Les lignes bougent. Nos solutions sont de plus en plus plébiscitées. Philippe Murer, 2/3 des Français sont favorables à un référendum sur le Frexit qui donnerait lieu à un grand débat sur un enjeu majeur. L'union des Frexiteurs fera gagner la France. International, Donald Trump dans le rouge. Reporter, pourquoi vous vous battez avec le pape? Trump, je dois faire ce qui est juste, je n'ai rien contre le pape. Alors pourquoi vous vous battez avec lui? Je ne me bats pas avec lui, le pape a fait une déclaration disant que l'Iran peut avoir l'arme nucléaire. Reporter, il n'a jamais dit ça. Trump, je peux ne pas être d'accord avec le pape, j'ai le droit de faire ça. Quand Trump a attaqué le pape, il s'est retourné contre ses électeurs, sa base conservatrice. Et le retour de bâton a été immédiat. C'était un événement de Turning.USA avec J.D. Vance et les billets étaient gratuits. Il n'y avait plus personne.
Rencontre avec Gilles Evans, les tickets étaient gratuits. C'est la fin d'une équipe. Une erreur stratosphérique. Donald Trump a la chance d'être en présence d'un homme de foi qui prend de la hauteur et pardonne les bassesses. Mais s'il voulait donner raison à ceux qui, aux États-Unis, jugent nécessaire d'évaluer sa santé mentale, il ne s'y prendrait pas autrement. Staline avait demandé en 1935, le pape, combien de divisions ? Au même niveau, Trump a obtenu la réponse après avoir criblé Léon XIV d'insultes ad nominem. 1,5 milliard de catholiques dans le monde. Si Trump veut remonter la pente, il doit se séparer de tous ceux qui l'ont conduit dans cette impasse. En premier lieu, le guignol Peter Hegseth. Hegseth, menacé des navires commerciaux traversant les eaux internationales et de la piraterie. Quelque temps plus tard, 2 pétroliers ont été saisis dans la nuit. Nous allons prendre leurs 50 millions de barils de pétrole et les vendre. L'hypocrisie est incroyable, ce ne sont pas des gens sérieux. Bonjour, les procès. Et hier, Hegseth a commis l'impensable. Pete Hegseth pense citer la Bible pendant un discours, mais il s'agit de faux versets inventés par Tarantino dans Pulp Fiction. Si Donald Trump veut remonter la pente, il doit virer au plus vite Pete Hegseth et renouer surtout avec la base MAGA. Car Trump, il ne faut pas se leurrer, a perdu cette guerre. Il l'a perdu le jour où le baril de Brent est monté jusqu'à 120 $. Je l'avais annoncé. Et toute la comédie de cette semaine avait pour but d'éviter de perdre la face. On entend des déclarations absolument incroyables de la part de Donald Trump. Nous avons actuellement de très bonnes relations avec l'Iran. Et sur Fox News, le président Trump a déclaré qu'il envisagerait de se rendre au Pakistan pour signer un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, qu'il a dit que les 2 parties étaient très proches de conclure. Selon les experts de la presse spécialisée, les Iraniens vont donc signer un accord qui leur est plus favorable que celui qu'ils étaient prêts à signer le 28 février avant l'agression illégale israélo-américaine. Et les Iraniens ont obtenu un cessez-le-feu au Liban. Pour Donald Trump, il y a vraiment urgence de signer un traité. Les raisons. Le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, a déclaré que l'économie américaine sous-jacente restait solide et que la croissance pourrait encore dépasser 3% ou 3,5% cette année, malgré l'impact de la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Là encore, c'est une déclaration pour ne pas perdre la face, car le FMI table sur une croissance de 2,3% pour les USA en 2026. Pas de dépassement des 3% en vue. Quant à la croissance mondiale, elle pourrait tomber à 2% contre 3% aujourd'hui et 1,1% pour l'Europe. Oui, l'économie mondiale pourrait entrer même en récession si la guerre avec l'Iran se poursuit pendant l'été, a déclaré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Le FMI va abaisser ses prévisions de croissance mondiale pour 2026 à cause du choc provoqué par cette guerre. Sans ce conflit, le FMI s'apprêtait à relever ses prévisions. Il va maintenant les abaisser. Et Georgieva a insisté sur le fait que la durée du conflit est déterminante. Plus il dure, notamment pendant l'été et au-delà, plus le ralentissement sera marqué et le risque de récession accru dans plusieurs pays ou régions. Merci à InfoLive. Analyse de l'économiste Jacques Sapir. Il est donc désormais très probable que la crise va s'amplifier avec le temps et connaître son zénith entre la fin de l'année 2026 et la première moitié de 2027, avant de se stabiliser puis de commencer à régresser de mi-2027 à mi-2028, voire fin 2028. C'est très important pour les élections américaines. Cette crise sera marquée par une inflation grandissante, pouvant atteindre de 5% au début 2027 et provoquant une contraction de la demande qui viendra accentuer l'effet induit et aggraver l'effet de troisième tour. La question des comportements sera ici importante. Les prévisions sont très pessimistes. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie annonce que l'Europe n'a plus que 6 semaines de kérosène. En Angleterre, on annonce des pénuries alimentaires. Le Royaume-Uni pourrait faire face à des pénuries alimentaires dans le pire des scénarios de guerre avec l'Iran. Et c'est ainsi que de l'Australie en passant par la Thaïlande, l'Union européenne, les dirigeants prennent des mesures de rationnement.
L'Union européenne demande aux États membres de prendre des mesures pour limiter la consommation de carburant. Les restrictions volontaires puis obligatoires? Voilà, le baril de pétrole ne descend pas, il est toujours à 98 dollars aux dernières nouvelles. Le coût politique pour Donald Trump est insupportable et la catastrophe économique est là. Les USA doivent donc signer au plus vite avec l'Iran. Et Trump doit se dépêcher pour une autre raison, la Coupe du monde de football. Coupe du monde de foot. Pour les hôtels, il y a de très nombreuses annulations. Ils sont obligés de brader le prix des chambres. Et un peu également pour les billets parce que de nombreux supporters ne peuvent plus se rendre aux États-Unis, ils revendent leurs billets. C'est l'effet guerre en Iran. Il est peu probable que les États-Unis organisent un événement planétaire de la sorte, la Coupe du Monde en juin 2026, tout en étant en guerre. Si malgré tout la guerre perdurait, ce serait une catastrophe de plus pour les États-Unis. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Bienvenue chez BMW. Comment puis-je vous aider? Je voudrais vous parler de la Toyota dans la vitrine. Mais il n'y a pas de Toyota dans la vitrine. Maintenant, si. Je suis un scientifique, je raconte des salades. Je suis journaliste, je diffuse vos salades. Je suis un mouton et je gobe vos salades. Ne ratez pas le dernier numéro, Enquête paranormale, sorcellerie sous l'emprise des instituts de sondage. Mais c'est fantomas. Des millions d'esprits fragiles seraient manipulés avant chaque élection. Enquête, Paul Bismuth. Le sosie maléfique de Sarko, et puis toujours paranormal, Ursula, la poupée démoniaque. Sinon, vous pouvez lire Psychologie, les pouvoirs de l'amnésie. Édouard Philippe, l'amnésie collective, son espoir secret pour 2027. Amnésie dissociative. Son inconscient efface un bilan calamiteux pour construire une réalité alternative. Autopsie. Fin de vie, la clé pour vous, libérée de votre inutilité. Ce sont deux revues parodiques, mais celle-ci est réelle. Marianne, je me prépare. François Hollande, la grande interview. François Hollande est lui aussi atteint d'amnésie. Asile de fou. Pourquoi es-tu ici? Je n'arrive pas à décider si je suis Jésus ou un médecin. Blablacar. Franchement déçu des connaissances en botanique de ma passagère qui criait freine alors qu'on se dirigeait vers un platane. Bien vu, Bruno Le Maire, l'ouverture d'Ormuz. Elle était là, dilatée et humide, prête à épouser la grande corne. Un récit géopolitique haletant. Le grand retour de Nono. Dans la série La Gauche, toujours au top. La blague de Fabien Roussel sur la grossesse de Tondelier fait grincer les dents. Évoquant la grossesse de Marine Tondelier, Roussel déclare « J'ai fait un don de sperme il y a un mois ». C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt, au revoir.